je pense. Comme moi, je suis l'organisateur du DevFest Lille, je sais la charge de travail pour une seule journée. Et je souhaite les féliciter. Donc là, Maxime, devant moi, tu es le représentant. Alors, désolé, les slides sont un peu coupés en haut et en bas. Mais bon, j'ai pas beaucoup de slides, donc c'est pas très grave. Petite question, qui fait du développement front? Donc la majorité de la salle, ça tombe bien, on va faire parler de front. Qui n'a jamais mis d'application en production utilisant l'un de ces frameworks? Donc, Angular, quelle que soit la version, React ou Vue.js. 3 personnes. Ces 3 solutions sont assez connues. À chaque conférence, on a au moins 2 ou 3 talks qui parlent de ça. On nous explique les nouveautés chaque année, etc., etc. On a une bonne vision de ce que sont ces frameworks, leur syntaxe, leurs faiblesses, leurs forces. Et donc moi, j'avais pas envie de vous présenter ça. Moi-même, depuis 2-3 ans, j'ai fait des confs sur Angular, un peu partout. Et là, je me suis dit, quand j'ai dû répondre au CFP DevFest Toulouse ou bien d'autres CFP, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de parler d'autres frameworks. Pas connus ou peu connus. Alors, j'ai commencé à regarder, bien sûr, je n'y connaissais rien. Je faisais que du Angular. J'ai trouvé quelques noms, CycleJS, Marco, Inferno, Preact, Mithril, Polymer qui est quand même assez connu. Alors je me suis dit, bon, je vais postuler, j'ai été pris, mais maintenant il faut commencer à jouer un peu avec ces solutions pour savoir de quoi je vais parler. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter Polymer parce que je n'ai pas suivi le talk d'Horatio ce matin, mais je pense qu'il parlait des web components, il a dû l'aborder. Je vais vous parler des 3 logos en haut. Donc CycleJS, Marco et Inferno. Quelques disclaimers avant. Comme je viens de le dire, moi-même, je n'ai jamais mis d'application en production pour des vrais clients avec ces frameworks. J'ai juste joué avec pour savoir comment ils étaient conçus, ce qui est intéressant, ce qui est nul. J'ai beaucoup expliqué ce que j'aime pas dans ces frameworks. Deuxième disclaimer, je ne suis pas là pour vous dire que la prochaine application que vous devez développer pour votre client, vous devez utiliser l'un de ces frameworks. Je ne suis pas là pour ça. C'est juste pour votre culture générale, pour savoir que ça existe. Quand moi je dois préconiser un framework à un client, il y a pas mal de critères à prendre en compte. La montée en compétences, la structuration du code, la maintenabilité de l'application, comment on travaille avec d'autres équipes comme les designers, etc. Donc quand on doit choisir un framework, il ne faut jamais prendre le framework à la mode juste parce qu'on a envie de se faire plaisir. Il y a plein de critères à prendre en compte et on verra que ces frameworks-là ne répondent pas à toutes ces problématiques. J'ai oublié de lancer mon timer. Donc j'ai décidé, pour chaque framework, j'aurai une slide, un peu une carte d'identité du framework qu'il a créé, les concepts de manière assez générale. Et ensuite, j'ai développé une petite application toute basique, utilisant les 3 solutions pour vous montrer la syntaxe, comment c'est structuré. Alors j'ai défini un ordre de présentation. Je vais commencer par celui qui est le plus simple à appréhender, celui qui ressemble à d'autres frameworks existants, pour terminer avec celui qui a totalement rien à voir. Donc on va faire du plus simple au plus, pas compliqué, mais le plus différenciant par rapport à ce qu'on a actuellement. Je m'appelle Emmanuel, normalement c'est Manu, je suis consultant web, formateur chez Zenica Lille. Zenica, cabinet de conseil en informatique, on fait du développement, du conseil, de la formation. On a 6 agences en France, je crois, on recrute. Une agence en Singapour aussi, si vous voulez vous expatrier. Vous pouvez me suivre sur Twitter et j'ai mis le lien vers un repo GitHub avec la petite application que j'ai développée. Donc vous allez voir, il y a 4 sous-répertoires.
un répertoire par techno, et puis j'ai les 3 frameworks et j'ai une version React aussi, juste pour pouvoir comparer la taille du build lorsque je vais vous présenter Inferno. Alors, le premier, le plus simple. Parce que pour ceux qui font du React, bah, vous n'allez pas être perdu parce que c'est exactement la même chose. C'est à peu près le concurrent de Preact, je ne sais pas si vous connaissez. Le but de ces solutions, c'est d'avoir la même API que React. On va retrouver l'API orientée composant, on va avoir la gestion des props, la gestion de l'état interne du composant via les states, on va avoir l'intégration avec des state management comme Redux ou autres. Mais ils ont réimplémenté certaines fonctionnalités pour des raisons de performance et pour des raisons de taille du binaire du fichier JavaScript de la librairie. Quand je vous ferai la démo tout à l'heure, je vais builder la même application en Inferno et en React, et on va voir que pour une simple application, la taille du build est quand même assez... une grosse marge entre les deux versions. Alors qui l'a créé? C'est un Anglais, Dominic Ganaway, qui travaille pour React chez Facebook. Alors, moi, pourquoi il a créé pas un concurrent, hein, mais une autre solution basée sur Facebook, à mon avis, c'est pour pouvoir améliorer Facebook au fur et à mesure, indiquer à ses collègues de Facebook, tiens, avec mon produit Inferno, j'ai fait ça comme ça, on a des gains en performance, on a des gains dans la taille du build, pourquoi on ne l'intégrerait pas dans Facebook, non, React, pardon. Donc pour la mise en place, il n'y a rien de plus simple. Il faudra juste changer, si vous avez une application React existante et vous vous réveillez un matin et vous vous dites tiens, je vais la migrer en Inferno. Vous avez peut-être levé du mauvais pied, ou vous avez fait une bonne soirée comme moi hier. Vous avez juste à changer les imports de vos modules JavaScript, parce que l'API est exactement la même. L'écosystème, ce qui est vrai ici pour Inferno, mais pour les deux autres, l'écosystème autour de ces solutions, la communauté, les librairies de composants existants, est très faible par rapport à React ou Angular ou Vue. Alors, j'avais pas envie de vous présenter des benches pendant cette conférence. Pourquoi? C'est que les benches qu'on trouve sur les sites, souvent c'est les benches réalisés par l'équipe core du framework qui sont peut-être un peu biaisés. Si on va sur un autre site, on a d'autres benches. Et donc, le nerf de la guerre pour ces solutions, c'est je suis le plus performant qu'un tel, qu'un tel, qu'un tel. Je pense que ça, c'est un travail au quotidien pour tous les frameworks JavaScript qui existent. Angular, ils ont des équipes dédiées pour améliorer les performances du projet. Si on veut une application performante pour le mobile avec des progressives web app ou tout ça, il faut un framework performant. Ce qui est intéressant, c'est la taille du binaire, du fichier JavaScript. Pour des raisons de rétrocompatibilité, React doit garder des API assez, pas vieillissantes, mais des API qui ont été conçues à la création de React. Ils sont obligés de se les taper de version en version pour éviter de péter la rétrocompatibilité. Inferno, eux, ils se sont dit, bah non, nous on s'en fout. Déjà, il n'y a personne qui l'utilise, mais on va prendre des choix. On va dire que pour faire telle fonctionnalité, on va utiliser la dernière syntaxe. Les syntaxes précédentes, on les vire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de code dans la librairie Inferno que dans React. Alors, j'ai une petite application, magnifique application que vous pouvez récupérer sur mon GitHub. C'est pas celle-là. Tac. Tac. On va le lancer. Ouais, merci. npm run npm run start. Donc j'ai pompé honteusement un template HTML et sa feuille de style
pour faire une petite calculatrice. Et donc, je vais vous montrer rapidement comment je l'ai implémenté dans les 3 frameworks. Donc, vous connaissez une calculatrice, 3 plus 3, normalement ça fait 6. Ce qui est marrant, c'est que même pour ces solutions un peu alternatives, on retrouve les mêmes patterns que Angular, Vue ou React. On a l'approche orientée composant, on a le server-side rendering, pouvoir générer votre application côté serveur pour des raisons de référencement, de performance, de partage sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. L'outillage. L'outillage, on a des plugins Chrome, on a des outils permettant de générer des squelettes d'applications. On a pu perdre une demi-journée ou une journée à tout configurer à chaque fois, parce qu'on aime bien le faire, donc on refait de zéro à chaque fois. Donc là, on retrouve comme Angular CLI, comme Vue CLI, comme Create App React ou Create React App, je ne sais jamais. On a des outils qui permettent de créer un squelette d'application et de pouvoir rapidement faire ce qu'on aime, c'est-à-dire développer. Je vais couper mon Wi-Fi. Oula, je joue avec le feu là. J'espère que j'ai mes slides offline, on verra. Alors pour ceux qui n'ont pas fait de React, mais je pense que depuis que ça existe, vous avez dû au moins voir quelques conférences dessus. Juste pour vous montrer que c'est exactement la même chose, la seule chose qui change, c'est les imports. Donc on retrouve un fichier principal dans lequel j'indique que mon composant route, la porte d'entrée de mon application, c'est un composant qui s'appelle ici app, que j'importe via un module ECMAScript 2015. Ensuite, je bind ce composant à un élément HTML qui est ici référencé par son ID. Il s'appelle app. Donc là, rien de nouveau pour ceux qui ont déjà fait du React. Juste pour vous montrer que l'ID app, je l'ai bien ici dans mon index.html. Donc le rendu généré par la librairie sera inséré à ce niveau-là. Ensuite, mon composant app. En React, il y a 3. Je ne suis pas un expert React, je suis plutôt du Angular et du Vue. Parce que je ne suis pas très fan de React. Ça, c'est une autre histoire. Il y a 3 syntaxes pour écrire des composants. Il y a la syntaxe pour la syntaxe ECMAScript 5, la syntaxe ECMAScript 2015 avec la classe composante qu'on doit hériter. Et on a aussi la syntaxe avec une fonction pure, si on ne veut pas avoir d'état interne dans le composant. Là, par défaut, avec Inferno, on n'a qu'une seule syntaxe, celle-ci. Si vous voulez utiliser d'autres syntaxes, il y a des modules supplémentaires. Donc le gap que je vous ai indiqué tout à l'heure dans la taille du build, s'il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas par défaut, vous êtes obligé d'installer des modules supplémentaires. Et donc là, la différence de la taille du fichier est réduite. Donc on retrouve une classe qui correspond à mon composant. On voyait ici que les imports, c'est les imports depuis Inferno. On a la gestion de l'état interne du composant. Donc là, c'est une variable formula qui va m'afficher le résultat de mon opération. Ici, j'ai ma méthode render dans lequel je vais pouvoir mettre du JSX. Pour ceux qui ne savent pas, le JSX, c'est un langage HTML, une syntaxe permettant d'écrire du HTML dans du JavaScript. C'est magnifique. J'avais dit que je ne devais pas le dire, ça. Donc on retrouve la même syntaxe. Donc là, on voit que dans mon ID résulte, j'affiche la variable de ma formula. Et ici, j'ai un autre composant, calculator, qui sera en charge d'afficher le pavé numérique dans lequel je vais gérer le clic sur tel ou tel bouton. Donc si on regarde calculator, c'est exactement la même chose. J'ai le constructeur, j'ai les différentes méthodes en fonction du signe sur lequel je veux cliquer. Et j'ai mon JSX en dessous, sur lequel j'écoute le clic sur les boutons. Quelque chose d'intéressant, je ne vois pas trop l'intérêt, c'est une méthode linkEvent qui est disponible que dans Inferno, on ne l'a pas en React,
qui permet de résoudre un problème, un truc assez dégueulasse en React en fait. C'est lorsque vous voulez écouter un événement, exécuter une fonction lorsque cet événement est émis, la fonction ne sera pas automatiquement bindée sur l'instance de mon composant. Donc si dans la méthode exécutée, vous essayez de faire un this.toto, ben le this que vous utilisez, en fait, c'est pas l'instance de votre composant, c'est autre chose. Donc il y a des solutions pour ça. Il y a l'appel à une méthode bind dans le constructeur. Donc pour chaque méthode que vous désirez utiliser dans votre JSX, vous devez appeler la méthode bind pour pouvoir l'associer au bon contexte d'exécution. Sinon, il y a l'autre syntaxe magnifique également, qui est d'avoir des zero function. Donc souvent, on voit le pattern parenthèse, parenthèse, flèche et la méthode que je veux exécuter. Donc là, eux, ils ont dit, on va faire une méthode link event qui va essayer de remédier à ce problème-là. Mais je trouve quand même que c'est assez dégueulasse. Mais on voit que, à part ça, rien de changeant par rapport à React. Donc ça, c'est le plus simple. Vous avez peut-être appris rien du tout, mais c'est pour que vous sachiez que ça existe. Ah si, ce que je voulais montrer. Tac. Est-ce que vous voyez? Oui. J'ai normalement tac, statique JS. Donc là, c'est 50K le fichier JS généré. Je vais vous montrer, j'ai créé la même application, exactement la même, je ne triche pas, avec React. Tac. Statique JS. Et là, elle fait 164K. On peut encore argumenter pour dire la phase d'optimisation du build n'est peut-être pas la même dans React ou dans Inferno. J'ai la tâche de build par défaut du squelette d'application. Je n'ai pas bidouillé pour faire ce test. Donc j'ai juste exécuté c'est ça depuis qu'il y a deux packages pour quelque chose dans NPM. Il faut mettre le point JSON. J'ai juste exécuté la basique NPM run build des squelettes d'application que j'ai générés. Tac. Ah, je vais remettre mon Wi-Fi. Je savais que j'aurais pas dû faire ça. Je vais continuer avec... tant que ça arrive, c'est pas grave. Avec Marco, framework créé, maintenu, sponsorisé, utilisé par eBay. Je vous avoue que je ne connais pas d'autres applications l'utilisant. On se demande pourquoi, vu ce que je vais vous présenter après. Créé par ce monsieur Patrick, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, style idem, qui est très sympa, qui répond aux questions. Quand on envoie un tweet indiquant que tu n'aimes pas Marco, il te répond gentiment. Non, c'est vrai, non, il est très gentil. D'ailleurs, le code que je vais vous présenter, c'est lui qui l'a modifié. Pour moi, c'est sympa. Alors, il est utilisé sur la page d'accueil de site d'eBay. Et encore une fois, même pattern, orienté composant, server-side rendering, performance first, etc., etc., etc. Tous des beaux mots. L'une des idées qu'ils avaient en tête lorsqu'ils ont créé Marco, c'est de supprimer tout le boilerplate, tout le code boilerplate qu'on a dans une application. Par exemple, je ne sais pas moi, quand on fait du Vue.js, quand on définit un composant dans un fichier .vue, on a une balise template où je mets mon template. J'ai une balise style dans laquelle je mets mon style et une balise de script. Voilà, en Marco, ils se disent ça sert à quoi ces templates, ces balises, du code, c'est des lettres supplémentaires, on va les virer. Ce que j'aime pas également, c'est la syntaxe HTML qu'on va manipuler. On peut écrire du HTML basique, comme on aime bien. Mais au-dessus de ce HTML, ils ont créé deux syntaxes. Ah, c'est pas des syntaxes, c'est du sucro-syntaxique
permettant de dynamiser les classes CSS ou les ID ou je ne sais quoi. Et la syntaxe qu'on doit utiliser pour écouter des événements, par exemple, pour moi, ne correspond pas du tout à la philosophie de HTML dans lequel j'ai un composant, et si je veux rendre paramétrable ce composant, je fais un attribut toto égale quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'on mélange un peu ce qu'on avait avant avec les JSP, du code applicatif, on va dire, du code JavaScript dans le template. Et d'ailleurs, on va pouvoir mettre du JavaScript dans le template. C'est magnifique. Donc l'expérience du développeur que j'ai eue, moi, quand j'ai joué avec Marco, au bout d'une heure, après un bug, je ne comprenais pas pourquoi, je vais vous le présenter après, pourquoi ça ne marchait pas, et n'était pas top, si on les compare à du Angular, Vue ou React. Alors pareil, il y a un générateur pour créer une application. Je vais vous la présenter. C'est pas celle-là. Marco. Visual Studio Code. Et je vais le lancer. C'est quoi? C'est un npm run start. Tout simplement. Alors, je vais... Voici à quoi ça ressemble un composant. Je vais fermer ma... Un composant Marco. Donc on voit qu'on a pu... Si on a une séparation grâce à une sorte de DSL où on doit tout wrapper notre code JavaScript dans un objet, même pas un objet, qui s'appelle class. On a la même chose pour le style. Et ensuite, le template qui vient après, comme ça, sans aucune distinction. Où là, on peut mettre soit du HTML, et je vous montrerai tout à l'heure, également des expressions pour dynamiser. On a des directives, comme en Angular, permettant de faire des conditions, des boucles, etc. Donc là, vous voyez, je n'ai pas d'import avec ECMAScript 2015, je pourrais en avoir. Mais là, j'utilise un composant calculateur, c'est le même composant, le même fonctionnel, mais je ne l'ai pas importé, je ne sais pas d'où il le trouve. Marco, par défaut, un peu à la Maven, il se dit que chaque composant, c'est dans le répertoire componente. Il prend le nom du répertoire, et automatiquement, il y aura un composant qui va s'appeler du même nom. Donc là, mon composant calculator, que j'ai utilisé dans mon template app.marco, index.marco, il se trouve dans mon répertoire componente. J'ai bien un répertoire calculateur dans lequel j'ai mon fichier index.marco. Et automatiquement, ça va rendre disponible dans l'ensemble de mon application un composant qui s'appelle calculator. Pardon. Je ne vous raconte pas les problèmes qu'on peut avoir si le composant ne se trouve pas dans le projet, mais dans un répertoire .modules d'une librairie à part. Il faut respecter, si vous devez développer vos propres librairies Marco un jour, vous devez respecter un standard, avoir un fichier de configuration pour indiquer où se trouvent vos composants, quels sont les composants qui peuvent être utilisés, ceux qui ne peuvent pas, etc. Donc il faut maintenir un fichier de configuration pour pouvoir exposer des composants. Si maintenant on regarde ce composant calculateur, donc le JavaScript, hormis que ce n'est pas une classe, c'est moins structuré, on retrouve des méthodes assez basiques, click delete, click sign, click number. L'implémentation est exactement la même que en Inferno tout à l'heure. La seule différence, c'est que comme pour Angular et Vue.js, on peut communiquer avec le composant parent en émettant un événement, contrairement à React ou Inferno où il faut passer la fonction en paramètre pour pouvoir l'exécuter. Donc là, on retrouve une méthode emit qui respecte le pattern event emitter comme dans Angular ou Vue. Donc là, c'est mon composant calculateur qui va émettre des événements, update, avec la donnée agrégée, calculée de mon composant, afin de mettre à jour le résultat.
Ensuite, j'ai le style. Bon, ça, rien de... C'est pas moi qui l'ai écrit, donc rien de compliqué. Et voici la beauté du truc. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Souvenez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on doit choisir un framework, il faut penser à la collaboration avec d'autres équipes de votre société. Ce n'est pas que des développeurs qui vont travailler sur votre projet, il y a aussi des designers, etc. Déjà, j'ai une amie designer, je ne sais pas comment on dit. Quand je lui montre du Angular, elle pleure. Alors, si je lui montre ça, elle va me tuer. Donc les raccourcis qu'ils ont essayé de mettre en place pour être plus performants, on va dire, c'est des... je sais pas comment je les appellerais, des attributs qu'on met à la suite de mon tag HTML pour indiquer quelle classe CSS je veux rajouter, quel ID, je peux en rajouter plusieurs, etc. Si je veux ici ma div, je peux indiquer qu'elle a une classe rose et first et qu'elle a... Pardon. Ouais, c'est tout en haut, vous voyez. Elle a un ID Toto, magnifique. On peut faire ça, malheureusement. Et ensuite, la deuxième chose magnifique, c'est ces appels de fonctions. C'est pas des appels de fonctions, mais on dirait. On n'a plus la syntaxe attribut égale valeur, comme dans tout framework, sauf celui-là. Où là, on appelle une méthode, on a l'impression, onClick, avec des paramètres ici correspondant à la méthode que je vais exécuter, donc celle qui est définie dans la classe, dans l'objet JavaScript associé, ClickSign, et éventuellement les paramètres si je veux en passer. Donc les paramètres, ça sera le deuxième, ou voire plus, si je veux passer plusieurs éléments. Et enfin, quelque chose que je ne connaissais pas, c'est le monsieur qui a créé le framework qui me l'a implémenté. C'est ces magnifiques macros. Alors ça a changé de nom. Bon, de toute façon, vous ne connaissiez pas, mais ça a changé de nom dans le framework. Maintenant, ça s'appelle des macros. Grosso modo, c'est des composants en fait. Hein. C'est un composant réutilisable. À part que là, la syntaxe n'est pas la même. On a encore une fois l'impression qu'on appelle une fonction. Ici, une fonction qui s'appelle number, qui prend 3 paramètres, par exemple ici. Et quand le parseur Marco voit ce tag, comme il sait qu'il y a une macro qui s'appelle du même nom, number, il va l'exécuter et va générer le rendu et va le placer au bon endroit. Donc là, si on regarde l'implémentation de number, qui est ici, ne pleurez pas tout de suite. On voit que, grosso modo, quand je l'appelle, il va générer un bouton avec la value, c'est ce que j'insère entre la balise ouvrante et fermante de mon bouton, et class name, c'est la class name que je passe là, ici. Et donc, la bonne blague, donc là, juste pour montrer que ça marche, localhost, localhost 8000, 8080, un jour ils mettront le même port par défaut, tac. Normalement ça marche, 3 x 3, 9. Juste pour rire, le problème que... alors, je vais revenir sur le composant principal app. Faites pas attention, hein, quand j'ai commencé à faire du Marco, j'avais ça. J'avais rien. J'ouvre la console, pas d'erreur. J'ouvre le terminal. Une belle erreur que je ne comprends pas. Tu perds une demi-heure à savoir d'où vient le problème. C'est comme ils savent pas délimiter le template. Ben, si vous avez des espaces en trop avant, ben, ils plantent. C'est con, hein. C'était tellement simple de rajouter une balise template pour bien délimiter la HTML. Et donc voilà, j'ai perdu une demi-heure et c'est là où j'ai commencé à râler, je râle tout le temps. Voilà pour Marco. 40, j'ai jusqu'à quelle heure? 15 minutes, parfait. Merde, c'est la plus grosse partie. On va continuer, je savais que je parlais beaucoup. Avec CycleJS.
On va rester comme ça, c'est bien en fait. CycleJS, voilà, c'est totalement différent. Orienté composant, encore une fois, blablabla que j'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose. Créé par un Brésilien émigré en Finlande, je crois. Il travaille pour une boîte finlandaise. André Staltz, pour ceux qui suivent un peu les news sur RxJS, les observables, tout ça, ben, c'est un très gros contributeur sur ça. C'est un framework orienté fonctionnel et réactif. Alors, par expérience de formateur Angular, déjà quand je présente à mes stagiaires les observables pour faire des requêtes HTTP, il y en a quelques-uns qui pleurent. Là, on va voir que toute la gestion de la vue de votre application va se baser que sur ça. De la gestion des événements à la manipulation des données, à la génération de l'HTML. Tout ça, c'est juste un flux de stream que vous allez combiner avec les opérateurs RxJS ou d'autres pour générer votre application. J'ai des doutes quand même. C'est pas sur la techno observable, tout ça, il n'y a aucun souci. Mais une application entière avec ça, j'ai des doutes sur la maintenabilité du truc, personnellement. On peut en débattre après, il n'y a aucun souci. Mais sur des vrais projets, des gros projets où tu as plusieurs pages avec plusieurs composants, si tu dois gérer tout ce flux de trucs. Donc historiquement, il se basait sur RxJS. Comme tout bon développeur, André Staltz dit tiens, je vais en recréer un autre qui s'appelle Xstream. C'est même paradigme en beaucoup plus simple. Il n'y a pas ces 36 millions d'opérateurs qu'on a dans RxJS. Il y a juste le strict minimum nécessaire pour CycleJS. Mais vous pouvez utiliser les deux. Alors, je vais passer directement, pareil, squelette d'application. Comme j'ai plus le temps, je vais passer à la démo. CycleJS. Code. Allez, on est fou. npm start. Oui. Tac. Alors, tout le code que vous allez écrire va être des fonctions pures. Fonction pure, c'est pour, si j'appelle une fonction avec le même jeu de données deux fois, elle va retourner deux fois la même chose. Ces fonctions ne vont pas avoir d'effet de bord vers l'extérieur. Tous ces effets de bord vont être réalisés ailleurs, pas par vous, par ce qu'on appelle des drivers. Des drivers soit mis à disposition par l'équipe core, soit des drivers à vous. Il faut juste respecter une API pour le faire. Des exemples d'effets de bord, c'est l'update de votre DOM, de votre code HTML, l'insertion d'éléments ou la mise à jour d'éléments en fonction de vos données. Ça peut être l'envoi et la réception de requêtes HTTP. Ça peut être la gestion du routeur ou de l'historique HTML5 des pages vues, ce genre de choses. Vous, ce que vous allez écrire, c'est juste des fonctions pures qui va prendre une stream, qui va faire un traitement avec, et ensuite va passer cette stream à une autre fonction. Donc on va juste créer des petites méthodes, les combiner entre elles avec des opérateurs. Donc la première chose à faire, c'est d'implémenter une méthode main, qui sera automatiquement exécutée par CycleJS en boucle. Le côté CycleJS, le pourquoi du nom, c'est qu'une fois qu'il y a un effet de bord qui est exécuté, cette méthode main sera réexécutée pour pouvoir mettre à jour vos données. Donc là, la méthode main, je ne l'ai pas définie ici, elle est dans un autre fichier, mais c'est juste pour vous montrer que le b.a.-ba, c'est d'appeler la méthode run de CycleJS avec notre méthode, ici main, et les drivers nécessaires. Les drivers, encore une fois, ici, je ne manipule que le driver qui s'appelle DOM driver, qui permet de mettre à jour l'HTML. Ce qui est intéressant, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est app.js. Le framework respecte un pattern, un énième pattern MV quelque chose, MVI, I pour intent, M pour modèle et V pour view. Le intent, c'est la gestion par exemple, des événements utilisateurs.
le clic sur le bouton, le submit d'un formulaire, etc. Une fois qu'on a ces intents, on va générer le modèle. On va aller récupérer une donnée, on va la modifier, on va la récupérer, ce genre de choses. Et ensuite, on a la vue. À partir de ces données, qu'est-ce que j'en fais? Je vais les afficher. Donc, lorsque vous allez voir des confs, la documentation, vous allez toujours avoir ce pattern-là, MVI, dans lequel j'ai une méthode pour écouter ce que je veux écouter, le clic, le submit, etc. Une méthode ou plusieurs pour structurer la donnée, et une autre méthode pour générer l'HTML. Donc là, j'ai tout mis dans un autre fichier. Normalement, j'avais prévu une démo s'il me restait du temps, mais il ne me restera pas. Là, on va pouvoir séparer ce code en plusieurs fichiers. Rien ne m'empêche d'avoir une fonction calculator qui va m'exposer juste l'HTML de mon composant et les données qui m'intéressent. Donc là, ma méthode main, ici qui s'appelle app, on va avoir en entrée, c'est un peu comme on a la terminologie d'AcaStream, on a en entrée les sources et on a sorti ce qu'on appelle les sinks. Donc on retrouve la même terminologie. Les sources, là, c'est exactement la même chose, les mêmes identifiants que vous avez mis dans la méthode run précédemment. Donc ici, on retrouve bien notre driver qui va nous permettre d'interagir avec le code HTML. Donc là, premier flux, c'est ma méthode intent, qui est ici. À partir de mon driver DOM, je vais écouter les clics sur les boutons. Ça retourne un observable. Une fois qu'on a ce flux, qu'on a sauvegardé dans une variable intent, on va manipuler, on va récupérer les données qui nous intéressent. Donc là, c'est via la méthode modèle. Donc, souvenez-vous qu'en paramètre de ces méthodes modèles, j'ai la stream qui a été générée dans la méthode intent. Donc le dom.select, j'écoute le clic. À partir de cet événement, je peux appliquer des opérateurs que vous devez connaître si vous faites du RxJS ou autre dans notre langage. Un .map, .fold, etc. pour agréger, accumuler, calculer la donnée qui m'intéresse. Là, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, grosso modo, que mon stream précédente émet un événement, je fais un .map pour récupérer la propriété value de l'élément qui a émis l'événement. Donc là, ça me permet de récupérer 1, 2, 3, 4, 5 ou jusqu'à 9. Et une fois que j'ai récupéré ça, je vais agréger au fur et à mesure ces composants, ces informations pour calculer le résultat. Donc là, grosso modo, c'est en fonction de l'élément sur lequel j'ai cliqué, soit je fais l'opération, soit je fais autre chose. Et donc là, j'indique une valeur initiale avec l'opérateur startWith, parce que s'il n'y a pas de stream au début, s'il faut attendre absolument que je clique sur le bouton pour émettre ma stream, je n'aurai pas de rendu HTML. Il faut commencer par une valeur par défaut. Donc là, j'affiche mon résultat, il est vide. Et donc là, on a structuré notre donnée. Et ensuite, il nous reste la vue. Où là, encore une fois, en entrée, j'ai le résultat de la méthode map, de la méthode modèle, pardon. Donc ce que je récupère, c'est ma formula que je récupère en paramètre ici, de ma méthode map. Donc à chaque fois que ma formule est mise à jour, à chaque fois que ma méthode modèle réenvoie un événement, mon HTML sera mis à jour. Et donc là, grâce à la donnée que j'ai récupérée, je peux ici la mettre à jour grâce à une syntaxe d'interpolation comme dans tout langage. Et là, on retrouve du JSX. Ils ont une autre syntaxe un peu bizarre, où il faut appeler, un peu comme du React sans JSX, là où il y a plein de méthodes à appeler un peu dégueulasses. Là, on peut également manipuler JSX directement. 5 minutes. Ok. Ah oui, un truc cool. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est sur quel port? C'est sur l'autre? Non, c'est ça. Pendant un hackathon, ils ont développé un plugin Chrome
Pour l'instant, il est compatible que CycleJS. Ah, intéressant. Ça marche pas. Je l'ai réinstallé hier, j'aurais pas dû. Tac. Ah si. Bon, il est un peu bugué, mais bon. Donc là, on voit que c'est une application ACC basique, mais on peut voir la structure de nos flux. On peut voir que là, j'ai qu'un seul driver, DOM, mais j'aurais pu en avoir plusieurs pour les requêtes HTTP, etc. Et quand je clique sur 3, normalement, il y a une animation. Peut-être ça va trop vite. Attends, tac. Bizarre. Normalement, il y a une animation qui permet de voir quelles sont les méthodes qui sont appelées pour pouvoir débugger facilement. Donc je trouvais ça, et ils vont essayer, alors je ne sais pas si c'est déjà fait, mais de le rendre compatible avec EricJS, donc de pouvoir l'utiliser en dehors d'une application CycleJS. Voilà, j'ai tout fait. Vous pouvez retrouver les démos sur mon GitHub. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il reste du temps. Sinon, je pars dans 1 heure, donc vous pouvez me croiser dans le hall.